Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ASMR et cette vidéo sera la première vidéo parmi une série qui sera consacrée aux crimes, aux faits divers, aux disparitions mystérieuses. Donc pour commencer, petit disclaimer, dans cette vidéo je vais énoncer des faits assez graphiques, assez violents, et ça peut être assez oppressant pour certaines personnes si vous ne supportez pas ce genre de faits divers. Je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller regarder d'autres de mes vidéos. Voilà, parce que c'est vrai que là je vais vous raconter une histoire qui est assez choquante. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et pour les autres, c'est parti. Alors je vais donc vous raconter l'histoire de Marie Vincent. Marie Vincent. Alors, l'histoire, le fait prend place en 1978. Marie Vincent a 15 ans. Elle est née dans une fratrie de 7 enfants. Donc c'est une famille militaire. Le père est réparateur de machines et la mère est marchande. Elle n'entretient pas forcément de très bons rapports avec sa famille. Par exemple, un soir, elle était partie de chez elle car sa sœur lui avait dit que leur père rentrait chez eux avec une grosse migraine et qu'il était en colère contre elle. Donc c'était des relations conflictuelles. Donc Marie-Vincent était en quelque sorte en crise d'adolescence. Elle était jeune, elle avait 15 ans. Et donc elle vivait souvent dans les rues, elle fuguait souvent. Elle passait ses nuits derrière des containers à poubelles ou alors à l'intérieur de voitures, clandestinement dans des voitures qui n'étaient pas forcément verrouillées. Et donc dans une interview, elle a déclaré c'était assez sécuritaire de faire ça à l'époque. Donc elle séchait beaucoup les cours et elle fuguait souvent. Elle se maquillait beaucoup, ce qui frustrait ses parents, Lucie et Herbe Vincent. Après s'être enfuie pour vivre avec son copain dans une voiture, donc son copain était plus âgé qu'elle. Et donc elle a eu un choc un jour lorsqu'elle a appris qu'il était accusé de viol sur une lycéenne. Donc elle l'a quitté et ses parents parallèlement étaient en procédure de divorce. Donc c'était pas la fête à la maison. Et donc elle a décidé qu'elle voulait tout quitter et s'échapper de tout. Donc elle a décidé de quitter Las Vegas. Alors les faits prennent place le 29 septembre 1978. Donc qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de faire de l'autostop. À l'époque c'était très courant. Donc elle voulait rejoindre son grand-père à Los Angeles. Mais comme elle n'avait pas d'argent, elle a fait du stop donc sur une autoroute dans la baie de San Francisco. Elle voulait se rendre à Los Angeles par l'Interstate 5. Donc lorsqu'elle fit du stop, il y avait beaucoup d'autres personnes autour d'elle. Donc le stop était bien plus courant à cette époque. Parmi les autres autostoppeurs qui l'entouraient, il y avait 2 autres personnes à ses côtés. Et donc c'était des femmes. Et là, une camionnette bleue s'est arrêtée. Et dans cette camionnette, il n'y avait de place que pour une personne. Et le conducteur de cette camionnette avait l'air focalisé plutôt sur Marie. Il avait l'air d'avoir Dieu que pour Marie. Et donc les 2 autres autostoppeurs ont dit à Marie d'attendre avec eux. Mais elle a décidé de monter quand même.
essaie de l'en dissuader. Apparemment, il sentait pas trop cet homme, mais Marie, elle a eu tout de suite confiance. Donc elle a vu en cet homme un gentil grand-père. Il l'a rassuré, il lui a dit qu'il avait une fille. Il avait aussi un ventre bedonnant, et donc ça lui donnait un air de nounours. Enfin voilà, il avait l'air totalement non agressif. C'était pas le genre d'homme dont on se serait méfié. Donc Marie a décidé de monter dans la fourgonnette. Donc l'homme lui a dit que même si ça faisait pour lui un petit détour, il déposerait Marie à Los Angeles. Donc maintenant je vais vous décrire un petit peu cet homme. Donc il s'appelait Lawrence Singleton. Lawrence Singleton. Donc il avait 51 ans. Donc il avait été marié 2 fois, divorcé 2 fois. Il avait été marchand marin. Il avait eu des problèmes d'abus d'alcool. Mais voilà, rien de... Pas d'historique judiciaire ou quoi. Donc dans la voiture, une fois qu'ils sont partis sur la route, Marie allume une cigarette et là elle se met à éternuer. Et donc là Lawrence lui touche le front et la gorge pour voir si ça va. Marie recule dans un geste de réaction un petit peu surprise, mais sans plus. Ça a l'air de pas, elle se dit qu'il est bienveillant, que voilà c'est un geste patriarcal et que c'est pas du tout déplacé. Donc il continue la route et Lawrence avait prévenu Marie qu'il ferait un arrêt chez lui, à San Pablo, avant de se diriger vers l'Interstate 5. Donc il s'y arrête. Et donc après avoir quitté sa maison, donc lorsqu'ils ont repris la route, Marie s'endort. Et quand elle se réveille, elle s'aperçoit qu'ils sont en train de s'éloigner de la destination et qu'ils ont raté une sortie importante qu'ils devaient prendre pour se rendre à Los Angeles. Donc là, ils étaient plutôt en train de se diriger vers le Nevada. Et là, Marie commence à flipper. Elle demande à Lawrence ce qu'il se passe. Il lui répond qu'il est un homme honnête et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Qu'il a juste fait une erreur et qu'il doit chercher un endroit pour faire demi-tour. Et là, il fait demi-tour. Et donc Marie est rassurée car ils sont finalement sur le bon chemin à nouveau. Donc il continue la route et là, Lawrence lui dit qu'il a besoin de faire pipi pour se soulager. Donc il gare le van au bord de la route. Et là, Marie descend de la voiture pour s'étirer les jambes. Donc elle remarque que c'est la saison des fées et elle se baisse pour les relasser. Et donc voilà, c'est là où je vous préviens tout de suite que je vais vous décrire des faits extrêmement choquants. Donc voilà. Donc là, Lawrence la frappe à plusieurs reprises avec son poing et un marteau sur la tête. Il la frappe de dos. Donc là, il jette Marie dans sa camionnette et lui attache les mains derrière le dos. Donc là, Lawrence déchire les vêtements de Marie et il la viole. Donc ensuite, après avoir fait ça, il remonte dans le siège du conducteur et recommence à conduire la camionnette. Cette fois, il gare la camionnette dans un canyon. Et donc encore une fois, il viole Marie et commet un acte de sodomie. Marie le supplie de la laisser partir. Elle continue de demander s'il va la libérer. Elle le supplie. Et donc là, Lawrence la force à boire quelque chose qui la fait s'évanouir. Donc, une fois que Marie reprend conscience, elle s'aperçoit que Lawrence était en train de la traîner à une 50aine de mètres de la camionnette. Donc là, il s'arrête et coupe les cordes des mains de Marie. Et donc là, Marie, elle commence à regagner espoir. Elle se dit, après cette horrible, traumatisante expérience, peut-être qu'il va me
préviens, c'est extrêmement choquant ce que je vais vous dire. Donc Lawrence prit une hachette et il coupa la main gauche de Marie, puis sa droite. Il lui a fallu 5 coups de hache pour couper ses avant-bras. Marie était pleinement consciente tout au long de l'assaut vicieux. Et donc là, cette espèce d'ordure, il jette Marie sur le bord de la route et l'enfonce dans un ponceau de drainage en béton. Et il lui crie qu'elle est libre maintenant. Voilà, donc là ça vous montre toute la perversité et le sadisme du personnage. Il l'a laissé agoniser. Il a même pas pris la peine entre guillemets de la tuer et de finir le travail. Il l'a laissé là, agoniser, se vider de son sang. Donc là je vous mettrai aussi une photo du ponceau en drainage. De drainage en béton, pardon. Donc il part et Marie a perdu connaissance. Donc Lawrence est parti la laissant pour morte. Et donc à ce moment-là, il croyait qu'il n'y avait aucune chance que Marie puisse survivre. Eh bien il s'est trompé. Marie, qui était nue et couverte de son propre sang, a roulé ses coudes dans la terre pour essayer d'arrêter le saignement. Elle a traîné son corps hors du ravin et elle est remontée la falaise. Il faisait sombre et elle souffrait d'une douleur inimaginable, mais elle pouvait entendre le trafic et donc elle se dirigea vers le son qu'elle entendait. Donc elle est arrivée au sommet de la falaise et elle a gardé les bras levés tout le long pour éviter l'hémorragie et pour éviter que ses muscles ne s'immobilisent dû à la perte de sang. Donc ensuite Marie, elle a descendu la route en espérant qu'une voiture passe. Elle a marché pendant des heures et donc là elle a croisé un cabriolet rouge qui roulait sur la route. Donc les gens de la voiture ont vu Marie. Elle était nue et couverte de sang et elle avait ce qui lui restait de ses bras en l'air. Donc en gros, ils ont vu Marie toute nue avec des moignons. Je sais plus si on appelle ça comme ça. Ouais, des moignons. Non, moignons c'est quand c'est cicatrisé, mais en gros, voilà. Pas avec les deux bras tranchés. C'est sûr que c'est une vision d'horreur quand tu vois. C'est sûr que tu conduis, tu vois ça. Tu te dis, est-ce que c'est un mirage? Enfin, je pense que c'est une vision totalement... Peut-être que les gens, ils ont même pas cru en soi. Bon, bref, voilà. Et donc, ils se sont pas arrêtés. Ils sont partis. Bon, c'était aussi ignoble. Et voilà. Donc Marie a marché encore 4 km avant de voir une autre voiture. Et cette fois, le couple s'est arrêté pour l'aider. Ils ont enveloppé les coudes de Marie dans une serviette et ils sont allés chercher de l'aide. Donc ils l'ont amenée à l'hôpital. Donc ensuite Marie a passé 1 mois à l'hôpital, mais elle voulait à tout prix que Lawrence soit retrouvé. Elle a donc coopéré avec la police. Elle leur a donné des informations afin de procéder à un portrait robot. Donc ils ont effectué ce portrait robot et un voisin de Lawrence l'a vu. Il a tout de suite reconnu Lawrence et il a appelé la police en leur disant qu'il connaissait cet homme. Donc ensuite la police s'est rendue au domicile de Lawrence à San Pablo et ils ont procédé à la fouille du domicile. Donc les cigarettes de Marie ont été trouvées et des restes de ses vêtements brûlés ont également été trouvés. Lawrence, avec l'aide d'un de ses voisins, avait déjà nettoyé sa camionnette avant l'arrivée de la police. Il a enlevé le tapis et l'a lavé. Il a soigneusement nettoyé l'intérieur de la camionnette. Donc, il a dit à la police qu'il avait récupéré Marie et qu'après cela, il avait pris 2 autres autostoppeurs masculins appelés Larry et Pedro. Il a ajouté qu'il s'était arrêté dans un bar, qu'ils avaient fumé de la drogue et avaient
la camionnette, mais Marie serait déjà partie. Donc il a nié l'avoir agressée et violée. Voilà, donc ça c'est la version de Lawrence Singleton qui, je pense, n'a jamais convaincu grand monde. Donc ensuite, pendant sa guérison, des spécialistes ont équipé Marie-Vincent de prothèses pour les bras. Vous allez voir, je vous mettrai des photos. Donc elle avait plus de mains et on lui a mis des espèces de crochets. Et donc elle est retournée à l'école. Elle a dû s'adapter à son nouvel handicap. Donc quand les autorités ont arrêté Lawrence Singleton, Marie-Vincent a dû témoigner contre lui. Donc Singleton a soutenu sa thèse selon laquelle Vincent était une prostituée et donc qu'il n'avait commis aucun crime. Il a aussi soutenu qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la camionnette et que Marie-Vincent l'avait menacé avec de fausses accusations. Donc Lawrence Singleton a appelé Marie-Vincent une pute à 10 € la nuit. À 10 $ la nuit, pardon. Donc voilà, vous voyez le personnage. Quand il a fini son témoignage, Marie a dû sortir du tribunal pour quitter la salle et donc elle a dû passer derrière son agresseur. Et donc là elle a entendu dire quelque chose qui l'a hanté pendant des années. Donc il a dit: si c'est la dernière chose que je fasse, je finirai le job. En gros, c'était une menace. Voilà, donc, alors en ce qui concerne la peine de Lawrence, ça va un petit peu vous hérisser le poil. Donc il a reçu la peine maximale possible, mais malheureusement, à ce moment-là, les juges ne pouvaient pas imposer de peine consécutive pour chaque crime. En conséquence, le maximum qu'il pouvait obtenir était de 14 ans et 4 mois. Donc le juge voulait qu'il passe plus de temps en prison, mais il avait les mains liées et il pouvait pas modifier la loi, c'était comme ça. Donc le cauchemar de Marie n'a pas pris fin lorsque Lawrence a été condamné. La brutalité qu'il lui avait infligée a changé sa vie à tout jamais. Elle a essayé de retrouver un certain sens de la normalité dans sa vie, mais elle ne pouvait pas. Donc elle a ensuite sombré dans la dépression, dans l'anorexie. Elle était dans une école pour handicapés et elle se sentait isolée, elle ne se sentait pas à sa place. Il y avait également une chaîne avec ses proches. Donc déjà avant, elle avait des tensions avec sa famille, mais apparemment, selon ce que j'ai lu, avec la publicité qu'il y a eu lorsqu'il a été retrouvé, et bien lorsqu'il y avait les feux des projecteurs, les caméras, les médias, toute sa famille, et ses 6 frères et sœurs, et son père, sa mère, étaient tous réunis avec elle, semblaient la soutenir. Mais une fois que les projecteurs s'éteignaient, elle se retrouvait toute seule. Ils lui ont tourné le dos. Donc elle les appelait ses proches, elle voulait pas les appeler sa famille. Donc voilà, elle a été un petit peu déçue par leur comportement, elle s'est pas sentie soutenue. Donc, après avoir été diplômée, elle a décidé de quitter Las Vegas et elle a vécu une vie recluse. Et tout ça, ça a rendu sa vie professionnelle difficile. Déjà, elle avait peur quoi, elle était traumatisée. Donc elle s'est mariée à 26 ans, elle a eu 2 fils. Elle avait du mal à quitter la maison pour des choses simples et donc c'était pour elle impossible de garder un emploi. Donc elle avait constamment peur.
Lawrence, Singleton et Marie Vincent, c'est des noms qui ont été extrêmement médiatisés. Et donc cette histoire a réécrit les lois californiennes. Des États et des villes se sont soulevés contre la libération et le déménagement du délinquant sexuel Singleton, et ça a créé des échos incessants qui ont déséquilibré la vie privée, la scolarité, le mariage de Marie Vincent. Donc après qu'elle soit tombée enceinte en 1987, et bien son premier mari et elle, ça a été compliqué. Leur vie de couple a été bouleversée par l'intrusion des médias, etc. Et leur mariage n'a duré que 3 ans. Elle a ensuite refait sa vie avec Bob Clayton, 56 ans, donc qui était un éleveur de dogs napolitain. Il faisait également du combat à main nue. Donc selon lui, les cauchemars de Marie Vincent étaient tellement violents qu'elle était souvent jetée hors du lit. Voilà, donc Marie Vincent, désormais 34 ans, était la mère de 2 garçons qu'elle appelait ses petits hommes, Luc 10 ans et Alan 8 ans. Donc lorsqu'elle était avec Bob Clayton, je sais pas si elle est toujours avec lui aujourd'hui, mais je ne sais pas. Alors ensuite, donc Marie Vincent a voulu faire parler de son histoire pour déjà c'était pour elle une sorte de thérapie, mais c'était aussi pour sensibiliser et pour pousser les gens à faire attention à ce qui les entoure. Donc elle a visité les lycées avec un message intensément personnel. Peu importe ce que vous pensez, vous ne faites pas 3 mètres de haut, vous n'êtes pas à l'épreuve des balles. J'avais l'habitude de penser cela, mais regardez ce qui m'est arrivé. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut vous abattre si vous ne restez pas conscient. Donc elle est en train de faire de la sensibilisation. Et donc là il y a un petit jeune, un petit con, il n'y a pas d'autre mot, qui lui a dit des mots qui l'ont hanté et qui l'ont totalement bouleversé. Il lui a dit: vous avez eu ce que vous méritiez. Donc voilà. Ça parle, c'est horrible. Donc, alors ensuite, Marie Vincent avait engagé un avocat qui s'appelait Edwards. Donc, elle avait pu recevoir 13 000 $ dépensés depuis longtemps du fonds californien pour les victimes. Et il lui avait également permis de remporter un jugement de 2,5 millions de $ contre Singleton. Mais elle n'a jamais pu collecter son premier sou, puisque son ex... donc puisque Singleton il avait que 200 $ je crois dans son compte en banque, donc pour lui donner 2,5 millions de $ c'était compliqué. Donc Marie Vincent a très longtemps vécu principalement de la sécurité sociale et des donations. Et Marie Vincent touchait des chèques d'invalidité par le gouvernement, mais ils ont cessé. Et donc ils ont cessé pile au moment où Marie Vincent a vu ses crochets de 15 ans se casser. Donc un bricoleur local a pu les maintenir à peine fonctionnels. Un nouvel ensemble coûtait 15 000 $ et c'était pour elle inaccessible. Donc vous voyez qu'elle a dû faire face à plein de difficultés. Et elle a vraiment pas eu une vie facile par la suite. Donc ensuite, l'avocat de Marie Vincent Edwards est encore venu l'aider, donc il a contacté le gouvernement fédéral pour le rétablissement des prestations d'invalidité de Marie Vincent, donc qui ont eu lieu apparemment. Et avec l'exposition médiatique que Marie Vincent avait, eh bien il espérait qu'elle puisse voir
voir beaucoup de dons se multiplier. Et voilà, mais tout ça c'était des revenus incertains. Et les seuls vrais revenus de Marie Vincent et de Bob Clayton provenaient de sa petite entreprise de pièces de vélo. Cette petite entreprise qui était protégée par une clôture grillagée par des cadenas par du fil de fer barbelé et deux énormes mastifs carnivores irritables. Parce que selon Marie Vincent, depuis sa sortie, elle vit avec la peur que Singleton la retrouve. Marie Vincent a aussi vu beaucoup de ses rêves brisés. Quand elle avait 15 ans, ça je crois que j'ai oublié de vous le dire au début, mais elle avait l'ambition de devenir danseuse. Donc selon ses dires, j'aurais été la danseuse principale au Lido de Paris, à Las Vegas, ensuite Hawaï, ensuite l'Australie. Je suis sérieuse, j'étais vraiment douée avec mes pieds et mes professeurs de danse croyaient en moi. Mais quand tout ça est arrivé, ils ont dû prendre quelques parties de ma jambe juste pour pouvoir sauver mon bras droit. Et après ça, je n'ai plus jamais pu danser. Voilà, donc c'est horrible. Donc on va revenir un peu sur Lawrence. Donc après sa condamnation, Lawrence a passé les quelques années suivantes en prison à travailler et à aider. Et donc en raison de son bon comportement, inexplicablement, il a obtenu une libération conditionnelle. Donc alors accrochez-vous. Il n'avait servi que 7 ans et 9 mois. Donc par la suite, il a fait des allers-retours en prison pour vol. Et il a fait un séjour dans des services psychologiques pour tentative de suicide. Ville après ville en Californie. Lawrence a été rejeté après sa sortie de prison. Il a ensuite déménagé à Orion Park en Floride. Donc il s'était enregistré auprès des autorités de l'État en tant que criminel condamné, comme c'est obligatoire aux États-Unis apparemment. Et je crois que les voisins peuvent avoir accès à ces informations. Et je trouve que c'est tant mieux au final parce que tu sais que voilà, tu dois faire attention pour tes enfants et tout. Mais les forces de l'ordre local n'ont pas eu à informer ses nouveaux voisins de son passé. Et donc personne dans la région ne savait qui il était. Donc il a pu vivre sa petite vie tranquille. Mais tout a changé le 19 février 1997. Un peintre en bâtiment était en train de peindre une maison à proximité. Et il a regardé par la fenêtre de la maison de Lawrence. Il a vu une scène horrible et cela se passait en temps réel. Le peintre a appelé la police et leur a dit ce qu'il voyait. Il y avait un homme nu couvert de sang, poignardant à plusieurs reprises une femme nue. La femme semblait inconsciente sur le canapé. Il a dit qu'il pouvait entendre des os être écrasés après chaque coup. La police est arrivée à la maison et a découvert que l'homme nu était Lawrence Singleton. Donc la femme était Roxane Hayes, 31 ans. Elle était mère de 3 enfants et prostituée. Elle avait accepté de rencontrer Lawrence pour $20 chez lui. Lawrence a affirmé qu'il savait lutter parce qu'elle avait essayé de prendre plus d'argent que prévu et qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Donc, voilà. Donc ensuite, même si Marie souffrait encore, qu'elle avait beaucoup de mal à se remettre. Donc là, on est en 97 et son agression avait lieu en 78. Donc à peu près 18 ans après, quoi. Mais elle a voulu témoigner pour que Roxane Hayes puisse obtenir justice. Donc les 3 jours après qu'elle ait appris cette agression, Marie Vincent a déclaré avoir été un gros sac d'émotions. Donc elle était en train de faire le deuil pour Roxane Hayes. Elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. C'était seulement récemment qu'elle avait arrêté de faire des cauchemars. Mais après la nouvelle de ce nouveau meurtre, et ben là, elle a recommencé
arrivé à Roxane Hayes. Donc devant la cour, Marie a raconté au jury exactement ce qui lui était arrivé. Donc selon ses mots, j'ai été violée, j'ai eu les bras coupés. Il a utilisé une hachette et il m'a laissé mourir. Donc il a fallu 4 heures pour le jury pour parvenir à un verdict. Lorenz a été reconnu coupable et condamné à mort. Il était extrêmement difficile pour Marie de témoigner à nouveau. Mais elle l'a fait pour Roxane et pour elle-même. Autant qu'il lui avait pris, elle n'était pas prête à lui permettre de prendre une nouvelle vie et un nouveau départ, sans les lois entourant la détermination de la peine lors du premier procès de Lawrence Singleton. Il n'aurait jamais été libre de tuer Roxane. Donc le 28 décembre 2001, Lawrence, qui attendait son exécution, est décédé d'un cancer à 75 ans. Beaucoup pensent que Marie et Roxane Hayes étaient 2 victimes parmi une dizaine de victimes potentielles de Lawrence. Donc après son attaque, Marie a trouvé de nouvelles passions. Elle a commencé à esquisser, puis à dessiner en se servant de ses crochets. Ça franchement c'est admirable parce que ça doit vraiment pas être facile et j'ai pu voir ce qu'elle faisait, c'est vraiment pas mal et franchement déjà il y en a qui arrivent pas à dessiner avec leurs mains, alors dessiner avec des crochets. Donc elle est devenue artiste et apparemment voilà elle vend ses toiles. Donc elle n'a plus jamais appelé Lawrence par son nom, elle l'appelait mon agresseur. Donc elle a aujourd'hui 57 ans. Elle a donc son premier fils à 33 ans et son deuxième fils à 31 ans. Donc elle a ensuite créé la fondation Marie-Vincent qui aide les jeunes et les mineurs victimes de violences sexuelles et elle œuvre aussi à prévenir les violences sexuelles, à faire de la sensibilisation, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien de son site. Et voilà pour cette vidéo. Donc moi cette histoire m'a beaucoup touchée parce qu'elle est d'abord dramatique, mais au-delà de ça, je trouve cette femme, elle a une force de caractère incroyable. Elle a un courage vraiment incroyable également. Et je pense que d'autres personnes à sa place ne s'en seraient sûrement pas sorties. Je n'aurais pas lutté comme ça pour s'accrocher à la vie. Je suis pas sûre que tout le monde aurait été aussi courageux qu'elle. Et voilà, elle est vraiment admirable. Voilà, donc j'espère que ça vous aura pas trop choqué, mais on peut dire qu'elle se finit bien, bien à moitié parce qu'elle aura des séquelles toute sa vie, mais elle a quand même réussi à se reconstruire, voilà. Donc d'autres vidéos de ce type sont à venir, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à